Donc bienvenue à tous ce soir pour cette séance francophone. Nous comptons sur la présence de Mireille Perrier et elle va nous transmettre cette conférence que Federico García Lorca a donnée en 1933 à la résidence des étudiants, non? Il l'a donnée dans la résidence des étudiants, non? À cette époque-là. Et donc, elle va nous transmettre en français cette conférence de Lorca de 1933. Tu veux que j'ajoute quelque chose? Non, c'est juste 3 ans avant qu'il meure, en fait. C'est un de ses derniers textes. Voilà. Mesdames et messieurs, entre 1918, date à laquelle je suis entrée à la résidence des étudiants de Madrid, et jusqu'en 1928, où je l'ai quittée, après avoir achevé mes études de philosophie et de lettres, j'ai entendu, dans ce même salon raffiné, où accourait la vieille aristocratie espagnole pour y corriger sa frivolité de plage française, près d'1 millier de conférences. Avec ma soif de grand air et de soleil, je m'y ennuyais à tel point qu'en sortant, je me sentais couvert d'une légère couche de cendre qui menaçait de se transformer en poivre tellement elle m'irritait. Je ne voudrais pas laisser entrer ici ce terrible bourdon de l'ennui qui tisse à travers toutes les têtes un fil ténu de sommeil et lance aux yeux de l'assistance de minuscules pointes d'aiguille. Très simplement, dans le registre de ma voix poétique qui n'exclut ni les reflets du bois, ni les détours de la ciguë, ni les agneaux qui se changent brusquement en couteaux d'ironie, je vais tenter de vous montrer l'esprit secret de l'Espagne. Entre le rocard, le guadalete, le cil et le pucerga, je ne parle pas des flots couleur crinière de lion qu'agite le plata. On entend dire assez souvent, là, il y a du duende. J'ai entendu Manuel Torres, grand artiste du peuple andalou, dire à quelqu'un qui chantait, « Toi, t'as de la voix, tu connais les styles. Mais tu ne triompheras jamais. Tu n'as pas le duende. » Dans toute l'Andalousie, sur les roches de Jaén ou dans les contes de Cadiz, les gens parlent constamment du duende et le perçoivent avec instinct dès qu'il se manifeste. Le merveilleux chanteur El Lebrerano, créateur de la Debla, disait « Les jours où je chante avec duende, personne ne peut me surpasser. » Et la vieille danseuse gitane, la Malena, s'écria un jour qu'elle entendait Brailovsky jouer un fragment de Bach. « Olé, ça a du duende !» Alors que Gluck, Brahms, Darius Milhaud l'ennuyaient. Manuel Torres, je n'ai connu aucun homme avec autant de culture dans le sang. Après avoir entendu Manuel de Falla jouer lui-même son Nocturno del Generalife, eut ce mot splendide. Tout ce qui a des sonorités noires a du duende. Et il n'est pas de plus grande vérité. Ces sonorités noires sont le mystère.
les racines qui s'enfoncent dans le limon, que nous connaissons tous, que nous ignorons tous, mais d'où nous puisons la substance de l'art. Les sonorités noires, ainsi parle l'homme du peuple espagnol, qui rejoint la définition de Goethe lorsqu'il décrit le talent Paganini. Pouvoir mystérieux que tout le monde ressent et qu'aucun philosophe n'explique. Ainsi, le duende est dans ce que l'on peut, dans ce vers quoi l'on tend, et non dans ce que l'on fait. C'est un combat, et non une pensée. J'entends encore ce vieux maître guitariste dire « Le duende n'est pas dans la gorge, le duende vous monte en dedans, depuis la plante des pieds. » Ce qui veut dire que ce n'est pas une question de faculté, mais de véritable expression vivante, c'est-à-dire de sang, c'est-à-dire de culture antique, de création en acte. Ce pouvoir mystérieux que tout le monde ressent et qu'aucun philosophe n'explique, c'est l'esprit de la terre. Ce même duende qui étreignait le cœur de Nietzsche, qui le cherchait dans ses formes extérieures, sur le pont du Rialto ou dans la musique de Bizet, sans le trouver, et sans se douter que le duende qui le persécutait avait sauté des mystères grecs aux danseuses de Cadix et aux cris dionysiaques dégorgés de la Sigiriya de Silverio. Aussi, je voudrais que personne ne confonde le duende avec le démon religieux du doute, contre lequel Luther jeta dans un élan bachique une bouteille d'encre à Nuremberg, ni avec le diable catholique, destructeur et pas très intelligent, qui se déguise en chienne pour entrer dans les couvents, ni avec le singe bavard que porte l'interprète dans le Don Quichotte de Cervantes. Non, le duende dont je vous parle, obscur et frémissant, est le descendant du pétulant démon de Socrate, de marbre et de sel, qui le griffa tout indigné le jour où il prit la ciguë, et de ce mélancolique diablotin de Descartes, qui, fatigué des cercles et des droites, sortait le long des canaux pour entendre chanter les matelots ivres. Tout homme, tout artiste, qu'il se nomme Nietzsche ou Cézanne, ne gravit de degré dans la tour de sa perfection qu'au prix du combat qu'il soutient contre un démon, et non contre un ange, comme on le prétend, ni contre une muse. Il est nécessaire de faire cette distinction fondamentale quant à la racine de l'œuvre. L'ange guide et comble, comme saint Raphaël, garde et protège, comme saint Michel, annonce et prévient, comme saint Gabriel. L'ange éblouit, mais il vole sur la tête de l'homme. Il est au-dessus de lui. Il déverse sa grâce, et l'homme, sans le moindre effort, réalise son œuvre ou ses sympathies ou sa danse. L'ange du chemin de Damas est celui qui pénétra par la petite fenêtre entrebâillée d'assises, ou celui qui suivit les pas d'un riche Soussault, ordonne, et il n'y a pas moyen de s'opposer à leur lumière, car ils agitent leurs ailes d'acier dans l'aura du prédestiné. La muse dicte, et à l'occasion souffle. Moi, elle m'a visité 2 fois. Elle s'éloigne et se fatigue si vite qu'on a dû lui poser un demi-cœur de marbre. Les poètes de la muse entendent des voix, sans savoir d'où elles viennent. Mais ce sont celles de la muse qui les inspirent, et parfois les avalent, témoin Apollinaire, grand poète détruit par l'horrible muse, aux côtés de laquelle le peignit le divin Angélique Rousseau. La muse éveille l'intelligence, apporte des paysages de colonnes et la saveur trompeuse des lauriers. Mais l'intelligence
et bien souvent ennemie du poète, parce qu'elle le limite trop, parce qu'elle élève le poète sur un trône d'arête vive et lui fait oublier que tout d'un coup des fourmis peuvent le dévorer, ou qu'il peut lui tomber sur la tête une langouste d'arsenic contre laquelle sont impuissantes les muses qui logent dans les monocles ou dans les roses laquées des petits salons. L'ange et la muse viennent du dehors. L'ange donne des lumières, la muse donne des formes. Hésiode a tout appris d'elle. Peint d'or ou pli de tunique, le poète reçoit des préceptes dans son petit bosquet de laurier. En revanche, le duende, c'est dans les ultimes demeures du sang qu'il faut le réveiller. Et repousser l'ange, et envoyer d'un coup de pied la muse, et ne plus se laisser intimider par le parfum de violette qu'exhale la poésie du XVIIe siècle, ni par les vers du grand télescope où sommeille une muse malade de limites. Le véritable combat se livre avec le duende. Nous connaissons les chemins pour chercher Dieu. Le chemin barbare de l'ermite, ou celui plus subtil du mystique, avec la tour de Sainte-Thérèse, ou les 3 chemins de Saint-Jean de la Croix. Et même si l'on pleure avec la voix d'Isaïe, tu es vraiment le Dieu caché, Dieu finit par envoyer à celui qui le cherche ses premières épines de feu. Pour chercher le duende, il n'y a pas de carte, ni d'assaise. On sait seulement qu'il brûle le sang comme un topic de verre, qu'il épuise, qu'il repousse la douce géométrie apprise, qu'il brise les styles, qu'il s'appuie sur une douleur humaine inconsolable, qu'il force Goya, passé maître dans les gris, les roses et les tons d'argent de la plus belle peinture anglaise, à broyer avec les genoux et les poings d'horribles noirs de bitume, qu'il déshabille le père Cinto Berdaguer dans le froid des Pyrénées, qu'il conduit Jörg Manrique à attendre la mort dans les solitudes d'Ocana, qu'il affuble d'un costume vert de saltimbanque le corps délicat de Rimbaud, et qu'il donne des yeux de poisson mort au comte de Lautréamont dans le petit matin du boulevard. Les grands artistes du sud de l'Espagne, gitans, flamenco, qui chantent, dansent ou jouent de la guitare, savent qu'aucune émotion n'est possible sans l'avenue du duende. Ils peuvent tromper le monde ou donner l'illusion du duende, comme le font tous les jours des auteurs, des peintres et autres faiseurs littéraires. Mais il suffit d'être attentif, de ne pas céder à l'indifférence pour découvrir le piège et fuir leurs artifices. Un soir, la chanteuse andalouse Pastora Pavón, la Niña de los Peines, sombre génie hispanique, équivalente en capacité de fantaisie à Goya ou Raphaël El Caillou, chantait dans une taverne de Cadiz. Elle jouait de sa voix sombre, avec sa voix d'étain fondu, avec sa voix couverte de mousse, et l'enroulait à sa chevelure, la trempait dans la manzanilla, ou la perdait dans d'obscures et lointaines contrées. En pure perte. C'était inutile. L'auditoire restait de marbre. Il y avait là Ignacio Espeleta, beau comme une tortue romaine, à qui on avait demandé un jour « Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas ?» Et lui, avec un sourire digne d'Argantonios, « Pourquoi voulez-vous que je travaille?
je suis de Cadiz. Il y avait Eloïsa Lardante, la chaude aristocrate prostituée de Séville, qui en 30 avait refusé d'épouser un Rothschild parce qu'elle le trouvait indigne de son sang. Il y avait les Floridas que l'on prend pour des bouchers, mais qui sont en réalité des prêtres, qui perpétuent la tradition millénaire en sacrifiant des taureaux algériens. Et dans un coin, l'imposant éleveur, Don Pablo Morobé, avec son air de masque crétois. Pastora Pavone s'arrêta de chanter au milieu d'un silence général. Seul, sarcastique, un petit boudin, un de ces danseurs qui jaillissent tout d'un coup d'une bouteille d'eau de vie, murmura tout bas « Viva Paris !» comme pour dire « Ce qui importe ici, ce ne sont pas les moyens, ni la technique, ni la maîtrise. C'est autre chose. Viva Paris !» Alors la Niña de los Peines se leva comme une folle, pliée en deux, telle une pleureuse du Moyen-Âge. Elle avala d'un trait un grand verre de katsala brûlant et se rassit pour chanter, sans voix, sans souffle, sans nuance, la gorge en feu, mais avec. Elle avait réussi à jeter tout l'échafaudage de la chanson pour livrer passage à un démon furieux et dévorant, frère des vents chargés de sable, qui poussait le public à déchirer ses habits, presque à la même cadence que les noirs antillais du rite Lukumi pelotonnaient devant l'image de Sainte Barbara. La Niña de los Peines dut déchirer sa voix, parce qu'elle se savait écouter de connaisseurs difficiles, qui ne réclamaient pas des formes, mais la moelle des formes, une musique pure, avec juste assez de corps pour tenir en l'air. Elle dut appauvrir ses facultés, réduire ses chances de sécurité. Autrement dit, elle dut écarter sa muse et attendre, sans défense, que son duende voulut bien venir engager avec elle le grand corps à corps. Mais alors, comme elle chanta, sa voix ne jouait plus. Sa voix, à force de douleur et de sincérité, coulait comme un flot de sang qui s'ouvrait comme cette espèce de main à 10 doigts que sont les pieds cloués et convulsés de bourrasque d'un Christ de Juan de Rune. La venue du duende se prépare toujours par un bouleversement radical de tous les modèles préconçus. À partir de vieux canevas, il crée une sensation de fraîcheur qui aurait la qualité d'une rose à peine éclose et suscite l'enthousiasme presque religieux du miracle. Dans toute la musique arabe, danse, chanson ou élégie, la venue du duende est saluée d'énergiques « Allah, Allah !» si proche du « olé » des courses de taureaux qu'on peut se demander si ce n'est pas le même mot. Et dans tous les chants du sud de l'Espagne, l'apparition du duende s'accompagne de cris du cœur. « Viva Dios! Viva Dios !» exclamation profonde, humaine et tendre,
une communication avec Dieu par le moyen des 5 sens, qui jaillit grâce au duende, qui meut la voix et le corps de la danseuse. Réelle évasion poétique de ce monde, aussi pure que celle qu'avait réussi ce très rare poète du XVIIe siècle, Pedro Soto de Rojas, ou Jean Climac, par sa tremblante échelle de larmes. Bien sûr, lorsque cette évasion s'accomplit, tout le monde en ressent les effets. L'initié, en voyant comment le style vient à bout d'une matière pauvre, et l'ignorant, en éprouvant le je ne sais quoi d'une authentique émotion. Il y a quelques années, un concours de danse avait lieu à Jerez de la Frontera. Eh bien, c'est une femme de 80 ans qui retira le prix aux belles jeunes femmes et aux jeunes hommes à la ceinture d'eau, simplement parce qu'elle levait les bras, redressait la tête et frappait du pied sur le plancher. Au milieu de cette assemblée d'anges et de muses, éblouissant de grâce et de beauté, celui qui devait l'emporter et qui triompha fut ce duende moribond qui traînait à ras de terre ses ailes de couteau rouillé. Tous les arts sont capables de duende, mais c'est naturellement dans la musique, dans la danse et dans la poésie qu'ils se déploient le plus librement, car ceux-là ont besoin d'un corps vivant pour interpréter des formes qui naissent et meurent perpétuellement et dressent leurs contours sur un présent exact. Bien souvent, le musicien ou le poète transmettent leur duende à l'interprète. Mais parfois, lorsque le musicien ou le poète en sont dépourvus, c'est l'interprète, et c'est ce qui est intéressant, qui crée une nouvelle merveille, sans rapport avec le modèle. C'est le cas de l'inspiré Eleonara Duse, qui recherchait des œuvres ratées pour les faire triompher grâce à son invention. Ou celui de Paganini, qui, à en croire Goethe, faisait jaillir des mélodies profondes en partant de vulgaires platitudes. Ou encore celui de cette délicieuse enfant del Puerto de Santa Maria, que j'ai vu chanter et danser cette affreuse rengaine italienne au mari avec des rythmes, des silences et une intensité qui faisait de la pacotille napolitaine un pur serpent de l'or le plus fin. Là, les interprètes trouvent quelque chose de neuf, sans rapport avec le modèle, en infusant leur science et un sang vif à des corps vides d'expression. Tous les arts et aussi tous les pays sont capables de duende, d'anges et de muses. Et de même que l'Allemagne possède la muse, que l'Italie a l'ange en permanence, l'Espagne a toujours été animée par le duende. En tant que pays de musique et de danse millénaire, à travers lesquels le duende presse les citrons dès l'aube, en tant que pays de mort, pays ouvert à la mort. Dans tous les pays, la mort est une fin. Elle arrive et les rideaux sont tirés. En Espagne, non. En Espagne, on les ouvre. Bien des gens y vivent entre 4 murs jusqu'au jour de leur mort. Ce jour-là, on les sort au soleil. Un mort, en Espagne, est plus vivant en tant que mort que partout ailleurs. Son profil blesse comme le fil d'un rasoir. Les plaisanteries sur la mort et sa contemplation silencieuse sont familières aux Espagnols. Depuis le songe des crânes de Quevedo jusqu'à l'évêque en décomposition de Valdés Leal, et depuis la Marbella du XVIIe siècle, morte en couche au milieu du chemin, et qui dit « Le sang de mes entrailles recouvre ton cheval, ses sabots font jaillir des flammes de goudron. » Jusqu'à ce garçon de Salamanque, tué récemment par le taureau, qui s'écrie « Mes amis, voyez, je meurs. Mes amis, je suis bien mal. J'ai 3 mouchoirs dans ma plaie.
Avec celui-là, ça fera 4. Il y a tout un balcon de fleurs de salpêtre, au-dessus duquel se penche tout un peuple de contemplateurs de la mort, avec des versets de Jérémie du côté le plus âpre, des cyprès embaumés du côté le plus lyrique, peuple d'un pays où le plus essentiel prend, en définitive, une ultime valeur métallique de mort. La roue de la charrue, et le poignard, et la barbe piquante des bergers, et la lune chauve, et la mouche, et les placards humides, et les ruines, et les seins recouverts de dentelle, et la chaux, et la ligne tranchante des auvents et des balcons vitrés. Tout se couvre, en Espagne, d'une frange d'herbe de mort, se charge d'allusions et de signes perceptibles qui présagent la roideur de notre propre trépas. Ce n'est pas un hasard si tout l'art espagnol, comme la terre qui le porte, est plein de chardon et de pierres définitives. Ce n'est point un exemple isolé que la lamentation de Pleberio ou les danses du maître Joseph Maria de Valdivieso. Ce n'est pas fortuitement que sur toutes les ballades européennes se détache cette bien-aimée espagnole. Si tu es ma belle amie, pourquoi ne me regardes-tu pas? Les yeux qui te regardèrent, à l'ombre je les donnais. Si tu es ma belle amie, pourquoi ne me baises-tu pas? Les lèvres qui te baisèrent, à la terre je les ai offertes. Si tu es ma belle amie, pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Les bras qui t'enlacèrent, je les ai vêtus de vert. Il n'est pas étonnant non plus qu'à l'aube de notre poésie, on entende cette chanson. Dedans le verger, je mourrai. Dans la roseraie, je serai tué. Je m'en allai, mère, les roses cueillir, et dans le verger, la mort me surprit. Je m'en allai, mère, les roses couper, et trouver la mort dans la roseraie. Dedans le verger, je mourrai, dans la roseraie, je serai tué. Les têtes glacées par la lune que peignit sur Varane, le jaune beurre et le jaune éclair du Gréco, le récit du Père Siguenza, l'œuvre entière de Goya, l'abside de l'église de l'Escorial, toute la sculpture polychrome, la crypte de la maison ducale d'Osuna, la mort à la guitare de la chapelle des Benavente de Medina de Rio Seco. Tous ces trésors de la culture savante ont une charge comparable en puissance au pèlerinage de San Andrés de Teixido, où les morts ont leur place dans la procession. Au chant funèbre que chantent les femmes d'Asturie avec leurs flambeaux allumés dans la nuit de novembre. Au chant et la danse de la Sibylle dans les cathédrales de Majorque et de Tolède. Aux sombres records de Tortosa et aux innombrables rites du Vendredi Saint qui, avec la culture de la fête des taureaux, consacrent le triomphe populaire de la mort espagnole. Il n'y a guère au monde que le Mexique qui puisse donner la main à mon pays. Lorsque la muse voit arriver la mort, elle ferme la porte, ou élève un socle, ou promène une urne et trace une épitaphe d'une main de cire. Mais elle revient aussitôt contempler son laurier, dans un silence qui tremble entre deux brises. Sous l'arc tronqué de l'Aude, elle rassemble, dans un sentiment funèbre, les mêmes fleurs que peignirent les Italiens du XVe siècle, et appelle le coq rassurant du Cresse pour qu'il effraie les ombres imprévues. Lorsque l'ange voit arriver la mort, il vole en cercle lent et tisse avec des larmes de glace et de narcisse l'élégie que nous avons vue trembler entre les mains de Kiss, de Villa Sandino, d'Herrera, de Becker et dans celle de Juan Ramón Jiménez.
Mais quel effroi pour l'ange s'il sent passer la plus fine araignée sur la délicate roseur de son pied. En revanche, le duende ne se montre pas s'il ne voit pas de possibilité de mort, s'il n'est pas sûr de pouvoir rôder dans sa demeure, s'il n'a pas la certitude d'agiter ces ramures que nous portons tous et qui sont et resteront inconsolables. Par l'idée, la voix ou le geste, le duende aime frôler le bord des gouffres, en lutte franche avec le Créateur. Là où la muse et l'ange s'enfuient avec leur violon ou leur compas, le duende blesse. Et c'est dans la guérison de cette blessure, qui ne se ferme jamais, que réside l'insolite originalité de l'œuvre. La vertu magique du poème tient dans la puissance de duende qui le renferme et qui lui permet de baptiser d'eau sombre ceux qui le lisent. Parce qu'avec le duende, il est plus facile d'aimer, de comprendre. On est sûr d'être aimé, d'être compris. Et cette lutte pour l'expression, pour la transmission de l'expression, peut prendre parfois, en poésie, un caractère mortel. Souvenez-vous de Sainte Thérèse, la flamenca par excellence, dotée d'un duende si puissant. Flamenca, non seulement pour avoir arrêté un taureau furieux et lui avoir fait 3 passes magnifiques, ni pour s'être vanté de sa beauté devant frère Juan de la Miseria, ni pour avoir giflé le nonce de sa sainteté, mais pour être une des rares créatures que le duende, et non l'ange, car l'ange n'attaque personne, voulut tuer, en la transperçant de son dard, parce qu'elle lui avait ravi son ultime secret, ce pont subtil qui relie les 5 sens à ce centre de chair à vif, de mer à vif, de nuages à vif, de volcan à vif, de l'amour libéré du temps. Nous avons dit que le duende aimait le bord des gouffres et qu'il hantait ces lieux où les formes se fondent dans un désir ardent et dépassent leur expression visible. En Espagne, comme chez les peuples d'Orient, pour lesquels la danse est une expression religieuse, le duende exerce un pouvoir illimité sur le corps des danseuses de Cadiz, sur la poitrine des chanteurs et sur toute la liturgie de la corrida, authentique drame religieux, où comme à la messe, on adore et sacrifie un dieu. C'est comme si tous les démons du monde se retrouvaient dans cette fête pour révéler les plus belles folies, les plus belles rages et les plus belles larmes de l'homme. Car ni la danse espagnole ni la corrida ne sont des divertissements. Le duende se charge de faire souffrir au moyen du drame, à partir de figures vivantes, et prépare les échelles par lesquelles on s'évade de la réalité. Le duende opère sur le corps de la danseuse comme le vent sur le sable. Son pouvoir magique métamorphose une jeune fille en paralytique lunaire, donne des rougeurs d'adolescence à un vieillard qui mendie aux portes des tavernes, fait naître d'une chevelure l'odeur d'un port nocturne, et opère sur les bras des danseurs pour faire jaillir des expressions qui sont les mères de la danse de tous les temps. Impossible pour lui de se répéter. Il importe de le souligner.
Le duende ne se répète jamais, pas plus que ne se répètent les vagues sous la tempête. C'est dans la corrida qu'il acquiert son caractère le plus impressionnant, car il doit lutter d'un côté avec la mort, qui peut le détruire, et de l'autre contre la géométrie, la mesure, base fondamentale de cette fête. Le taureau a son territoire, le torero le sien. Et entre les deux se trouve le point de danger extrême où le terrible jeu atteint son apogée. On peut guider la muleta avec sa muse et les banderilles avec son ange et passer pour un bon torero. Mais pour les passes de la cape, face au taureau, vierge de toute blessure, et au moment de la mise à mort, le duende est nécessaire pour atteindre la vérité artistique. Le torero qui effraie le public de la reine par sa témérité ne t'aurait pas. Il se met dans la situation ridicule, à la portée du premier venu, de jouer sa vie. Tandis que le torero, mordu par le duende, donne une leçon de musique pythagoricienne et fait oublier qu'il expose à tout moment son cœur aux cornes. Lagartiro avec son duende romain, Roselito avec son duende juif, Belmonte avec son duende baroque, Gacalcho avec son duende gitan, enseignent, depuis le crépuscule de la reine, aux poètes, aux peintres et aux musiciens, 4 grands chemins de la tradition espagnole. L'Espagne est l'unique pays où la mort soit un spectacle national, où la mort embouche ses longs clairons à l'arrivée du printemps, et dont l'art soit toujours porté par un duende aigu qui lui donne sa différence et sa qualité d'invention. Le duende qui, pour la première fois dans la sculpture, emplit de sang les joues des dessins de maître Matteo de Compostelle, est aussi celui qui fait gémir Saint Jean de la Croix, où brûlent des nymphes dénudées dans les sonnets religieux de Lope de Vega. Le duende qui construit la tour de Sahagún, ou façonne les briques brûlantes de Calatayud ou de Teruel, est aussi celui qui déchire les nuages du Gréco et renvoie à grands coups de pied les gendarmes de Quevedo et les chimères de Goya. Lorsqu'il pleut, il fait apparaître un Velázquez inspiré derrière ses grilles royaux. Lorsqu'il neige, il jette dehors Herrera nu pour prouver que le froid ne tue pas. Lorsque le soleil brûle, il pousse Bérégoûté dans ses flammes et lui fait inventer un nouvel espace pour la sculpture. La muse de Góngora et l'ange de Garcilaso renoncent à leur guirlande de laurier au passage du duende de Saint Jean de la Croix lorsque le cerf blessé de derrière la butte paraît. La muse de Gonzalo de Berceo et l'ange de l'archiprêtre de Hita s'écartent devant Jorn Manrique lorsqu'il arrive, blessé à mort aux portes du château de Belmonte. La muse de Gregorio Hernandez et l'ange de José de Mora s'effacent devant le duende de Mena, qui pleure des larmes de sang. De même que la mélancolique muse de la Catalogne et l'ange mouillé de la Galice regardent avec une crainte aimante le duende de Castille, si éloigné du pain chaud et de la douce vache, lorsqu'il passe avec ses accents de ciel balayé et de terre sèche. Le duende de Quevedo et le duende de Cervantes couronnent le retable du duende de l'Espagne. L'un de vertes anémones de phosphore, l'autre des fleurs de gypse de Rueda. Chaque art possède naturellement
un duende de forme et de genre distincts, mais tous prennent leurs racines en un point d'où sourdent les sonorités noires de Manuel Torres, matière ultime, incontrôlable, qui fait vibrer le bois, les sons, la toile et les mots, et où fraternisent en une tendre intimité les volcans, les fourmis, les zéphyrs et la grande nuit que serre autour de sa taille la Voie lactée. Mesdames, Messieurs, j'ai tenté d'élever 3 arches et d'une main maladroite, j'y ai placé la muse, l'ange et le duende. La muse se tient tranquille. Elle peut avoir une tunique à petits plis, des yeux de vache qui regardent Pompéi, ou le nez à 4 faces que lui a peint son cher ami Picasso. L'ange peut agiter les cheveux d'Antonello de Messine, une tonique de Lippi et un violon de Marcelino ou de Rosso. Mais le duende, où est le duende? À travers l'arche vide souffle un vent qui dépoussière les crânes des morts, à la recherche de paysages nouveaux et d'accents ignorés. Un vent qui sent la salive d'enfant, l'herbe écrasée et le voile de méduse, et annonce le baptême sans cesse renouvelé des œuvres qui viennent tout juste d'être créées. No pudieron
cantar tanta poesía. Y aunque si lo consiguieron, dejarte la vida tronca, otras alas te perdieron y estás más vivo que nunca. Era bueno por gitano, era bueno por ser fuerte, era una vez un poeta que no lo mató la muerte. Un tango de Gladys Flauel. Muy bien. Bravo, Mireille. Enhorabuena. Allez, por favor. C'est elle qui a retravaillé le texte en français, hein? Que le texte est En espagnol. de l'espagnol. Ouais. Ah, muy bien, hein? Ouais, c'est des longues phrases. C'est des longues phrases. Mais, Muy bien, hein? mais j'adore ce qu'il essaye d'exprimer en fait. Enfin, je suis très d'accord avec lui. Je sens que il a raison, quoi. C'est cette chose qui décrit ça m'est arrivé d'avoir la chair de poule, des fois de me lever parce que c'est tellement magique le moment. Et voilà, c'était du duende en fait. Et donc du coup, j'ai été vraiment heureuse de découvrir ce texte. C'est une dame qui me l'a fait découvrir, c'est une dame qui habite dans le sud de la France, Catala Pradal, qui avait un mari, et c'est lui qui a traduit le texte en français. Mhm. Et en fait, j'avais une autre traduction qui était plus... comment dire mais bon, qui était beaucoup moins bonne. Et puis il y avait ce catalan qui avait traduit et où je trouvais qu'il y avait vraiment, on arrivait vraiment plus à la pensée de Lorca, quoi. Que c'est dur à traduire. C'est poétique. Ouais. Non, moi j'ai pas tout traduit. Hein. Mais à des moments quand je comprenais pas, j'ai essayé d'aller chercher avec des dictionnaires le fil de sa pensée, quoi. Parce que... Muy bien. Impressionnant. C'est un texte fort, hein. Très très fort. Et très subversif dans ce qu'il raconte. En fait, Mais bon, il y en a beaucoup d'autres de subversifs de Lorca. Tu connais celui sur les bibliothèques? non. Il y a un texte aussi où il parle des bibliothèques et il dit que il faudrait donner du pain à tout le monde, je crois, où il dit que c'est plus important les bibliothèques et les livres dans les bibliothèques que le pain, pratiquement. Mais il l'écrit et c'est magnifique comment il le dit. Enfin, il y a de nombreux textes comme ça, il y a plein de conférences comme celle-là qu'il a donné un peu partout qui sont extraordinaires. Et puis comment il dit les choses, tu vois pas la salive de l'enfant, là, je sais pas. Je veux dire, la salive de l'enfant. C'est non, sa manière de raconter tout ça, comment il est. Puis en plus, toute la culture qu'il a. Bah oui. Tu vois pas comment il explose de toute sa culture. Moi, pour c'est le travailler, impressionnant. j'ai été voir tous les de qui il parlait. Oui, de quoi il parlait. Donc du coup, j'ai des images en tête, quoi. Ouais. Ça, c'est bon, ouais. Il retrace un peu l'histoire de la peinture, tu vois. Ah, Oui, c'est ça un peu le roi, tu vois. Des poètes. non, mais moi j'aimais bien la Niña de los Peines, non? La Pastora Pavone.
Pavone, non, la pastora Pavone, comment il décrit toute la situation de la pastora, qu'elle est nulle au départ, et puis comment tout d'un coup, quand on vient la piquer un petit peu, comment elle se transforme. Comme possédée par un démon. Ouais. Comme possédée par un démon. Ouais. Et réussir à exprimer le duende, C'est presque impossible à exprimer. Non, c'est se laisser posséder, non? uh-huh. Non, je pense que c'est se laisser posséder. Oui, C'est se Mais- laisser posséder. Après, des fois il vient et des fois il vient pas. Mais Des y a fois il pas- te possède ou... il n'y a pas que ça. Parce que c'est pas toujours en démon hein, que ça s'exprime. En fait, ça peut être. Mais c'est des moments où on sent que c'est presque surnaturel, quoi. J'avais vu une danseuse de flamenco à Grenade, et bon, j'y suis allée sans rien attendre, hein, et en fait, d'un seul coup, tout le monde s'est levé en même temps. Et c'était comme si c'était pas possible de réaliser ça, quoi. Tellement elle allait vite, tellement elle nous montrait plein de visages, et tellement c'est d'une rapidité, et c'était vraiment beau, et vraiment, oui, on avait l'impression que c'était pas possible, quoi, que c'était, elle nous prenait, quoi. Alors qu'il y a d'autres danseuses, voilà, ça nous fait rien, quoi. On n'est pas aussi donc C'est comme des acteurs, non? Il y a des acteurs, ils montent sur scène et puis tout d'un coup on dit tiens celui-là, non, il est possédé, quoi. Non, parce que là il parle, il fait la différence, il dit bien sûr le peintre, on va pas voir comment il a son duende, on va voir dans le résultat de la peinture, mais on ne voit pas le duende. Mais les peintres peuvent les sentir au moment où il est en train de peindre. Oui, mais ça c'est son histoire à lui, disons qu'il ne le transmet pas, nous après on peut le voir sur la peinture. Mais quand il parle, par exemple, de Goya, Mhm. quand il peint avec les points d'horrible noir de bitume, avec les poings et les genoux, ça finit par transparaître quand même Mhm. dans le résultat. Le noir du noir. Ou le jaune Là, beurre et le jaune éclair du Gréco. C'est vrai. Quand je décris Goya, j'avais jamais vraiment pensé à ça. Moi, on passe du peintre de la cour jusqu'à les peintures, La peinture noire. la peinture noire. Il était possédé. Oui. Il est passé par. Je ne connais pas en peinture, mais on dit qu'aucun peintre n'a fait tout ce parcours. Moi, c'était un peintre de cour. Oui. Avec des roses, et Les couleurs. toutes les couleurs douces. Mais comment il met tout ça en relation avec la relation de l'Espagne avec la mort? Non, parce que tout ça c'est en relation avec ça, non? La Ouais. présence de la mort, comment en Espagne, cette présence de la mort, il la voit différente que dans d'autres pays. Ouais, et les trois inspirations de l'art aussi. Ça pour moi c'est le caractère spécial de l'Espagne avec son duende. Par rapport au fait que c'est un peuple ouvert à la mort. Ouvert à la mort, hein. Ouais. Un peuple ouvert à la mort, Enrique. Si tu le dis. En fait, il dit de contemplateur de la mort. Comme si, voilà. Que dice que es un pueblo abierto a la mort. Non, à la muerte. Que también. Et là, la mort, ça fait l'amour, hein. Non? C'est la pas mort. c'est la mort. La mort en français, c'est comme. Et la Oui, mort c'est- en espagnol. Et la petite mort, Et la petite mort. Muy bien. ouvert à la main.
Pues merci beaucoup pour cette représentation comme ça privée, c'était très bien. Merci. Merci à toi de m'avoir invité parce que c'est sympa c'est complètement incongru quoi. C'était pas prévu, non? C'est chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. En fait, depuis qu'ils m'ont enlevé ma licence de spectacle à cause de ce spectacle de Duende. Ça fait combien de temps que tu ne l'avais pas fait? Très longtemps. Très longtemps. Et ils m'ont enlevé ma licence de spectacle jusqu'en 2020. Et depuis 2020, je suis pas remontée. J'ai rien fait en théâtre. Ah non? Et pourquoi ils t'ont enlevé ta licence peut-être? Bon, ils ont pris un prétexte comme quoi je ne m'étais pas payée en répétition, mais c'est pas grave. Je pense que ils se sont dit que je faisais des choses trop subversives. Je sais pas. Ou trop politisées, ou trop, je sais pas. Oui. Cortamos. C'est bon. Ben oui, ben c'est sûr. Parce que je ne suis pas la seule à qui ça arrive, à qui c'est arrivé. Mais je me suis sentie très seule par contre. Ouais, c'est très dur. Surtout que ça m'était déjà un peu arrivé avec les télés quand elles ont acheté le cinéma.